Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire d'une horreur indicible. Une histoire qui glace le sang, un cauchemar devenu réalité. Le 29 juillet 2016 avait commencé comme une journée parfaitement banale pour Gabriela et sa jeune sœur Sunilda. Comme souvent, elles avaient prévu de se rendre dans un cybercafé du quartier pour y faire leurs devoirs scolaires. Leur maison n'était pas équipée d'internet, et ces petites escapades étaient devenues une habitude incontournable, un rituel ancré dans leur quotidien. C'était leur manière de rester connectés, de suivre leur scolarité malgré les obstacles. Aux alentours de 18 h, les deux sœurs quittèrent le domicile familial sans éveiller la moindre inquiétude. Rien ne laissait présager l'horreur à venir. Mais alors qu'elles n'avaient parcouru que quelques rues, Gabriela s'arrêta brusquement et annonça un changement de programme. Elle expliqua à Sunilda qu'elle ne l'accompagnerait finalement pas au cybercafé. Elle devait, disait-elle, retrouver son petit ami. Sunilda fut quelque peu surprise par ce revirement soudain, mais elle ne chercha pas à discuter. Ce n'était pas la première fois que Gabriela décidait de faire cavalier seule. Avec un sourire rassurant, Gabriela lui promit qu'elle ne tarderait pas à rentrer. Puis elle fit demi-tour, s'éloignant dans une direction opposée. Sunilda la regarda s'éloigner, sans se douter un seul instant que ce serait la dernière fois qu'elle poserait les yeux sur sa sœur. Sunilda poursuivit seule sa route jusqu'au cybercafé. Elle y passa un moment, puis rentra chez elle dans la soirée. À son retour, elle constata que Gabriela n'était toujours pas rentrée. Au début, personne ne s'en alarma. Les adolescents ont souvent tendance à rentrer tard, surtout en été. Mais plus les heures passaient, plus l'inquiétude grandissait. Leur mère, Liliana, tenta de la joindre. Elle l'appela à plusieurs reprises, sans succès. Elle lui envoya également des messages sur WhatsApp. D'abord, ils restèrent sans réponse. Puis, soudainement, ils furent marqués comme vus, mais aucune réponse ne suivit. Quelqu'un lisait les messages, c'était certain. Mais ce quelqu'un restait silencieux. Ce silence, lourd et angoissant, fit naître la panique. Et puis, un jeune homme se présenta à leur porte. Il s'agissait du garçon que la famille croyait être le petit ami de Gabriela. Il semblait perturbé, presque paniqué. Il leur demanda s'ils savaient où elle se trouvait. Cette question les figea. N'était-elle pas censée être avec lui? Sa confusion paraissait sincère. Rien dans son comportement ne trahissait le mensonge. Il semblait vraiment ignorer où elle avait pu aller. À cet instant précis, tout changea. Jusqu'ici, chacun pensait que Gabriela avait simplement traîné plus longtemps que d'habitude. Mais si même son petit ami ne l'avait pas vue ce soir-là, alors peut-être n'était-elle jamais arrivée jusqu'à lui. Peut-être s'était-elle volatilisée bien avant. Ce fut à ce moment-là que la famille comprit que quelque chose n'allait pas. Sunilda se souvint alors d'un détail qui lui avait semblé insignifiant. Elle avait vu Gabriela tourner à un coin de rue, non loin d'un ancien pensionnat où avait résidé autrefois un parent. Sur le moment, cela n'avait pas retenu son attention. Mais désormais, chaque détail prenait une importance capitale. Le lendemain matin, une vérité glaçante s'imposa, Gabriela avait bel et bien disparu. Son téléphone sonnait encore, mais personne ne répondait. L'angoisse gagna les cœurs. L'atmosphère dans la maison devint pesante, presque irrespirable. Ses proches commencèrent à appeler tout le monde, famille, amis, même le père de Gabriela. Mais tous répondaient la même chose, ils n'avaient aucune idée de l'endroit où elle pouvait se trouver. Gabriela semblait s'être évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Face à l'incompréhensible, la famille décida d'agir. Liliana prit contact avec les autorités locales et déclara officiellement la disparition de sa fille. Une enquête fut ouverte. Très vite, des affiches furent placardées dans les rues. Le quartier tout entier se mobilisa. Des amis, des voisins, même des inconnus se joignirent aux recherches. Tous cherchaient Gabriela. Mais depuis le moment où elle avait quitté sa sœur, aucun témoin ne semblait l'avoir revue. C'était comme si elle s'était dissoute dans l'ombre. Gabriela Varroel était née en 1998 en Argentine, au sein d'une famille d'origine bolivienne. Très jeune, elle avait connu les secousses de la séparation. Ses parents avaient divorcé alors qu'elle n'avait que 6 ans. Après la rupture, Gabriela était restée vivre avec sa mère, Liliana Cham, après la séparation de ses parents. Au fil du temps, elle avait commencé à appeler un autre homme, César Garcia, papa. Il n'était pas son père biologique, mais il était devenu son beau-père, la figure masculine présente dans sa vie quotidienne. Sunilda, sa jeune sœur, ainsi que plusieurs membres de la famille du côté de Liliana partageaient également le même toit. La maison, bien que modeste, était pleine de vie, mais aussi pleine de tension. Le foyer n'était pas un endroit paisible. Bien que la famille s'efforçât de maintenir une certaine stabilité, de subvenir aux besoins élémentaires et de préserver une apparence d'équilibre, les conflits éclataient souvent. Les désaccords, parfois vifs, étaient monnaie courante. Gabriela, en particulier, entretenait une relation tendue avec sa grand-mère.
Leurs disputes dépassaient de loin les querelles ordinaires. Ces affrontements, répétés et parfois intenses, laissaient des traces profondes. L'absence de compréhension, le manque de dialogue sincère et le désintérêt émotionnel des adultes la faisaient se sentir constamment étouffée, sous pression, comme si elle n'avait jamais réellement sa place dans ce foyer. À l'adolescence, Gabriela faisait face aux épreuves que connaissent tant de jeunes de son âge. Mais ces défis prenaient une toute autre dimension dans un environnement où l'intimité n'existait pas, où il n'y avait ni espace personnel ni respect de sa vie privée. Elle n'avait pas de lieu où se réfugier pour se reposer l'esprit ou pour étudier dans le calme. Elle rêvait de pouvoir partir vivre avec son père biologique, qui habitait ailleurs avec une autre famille. Mais ce rêve resta lettre morte. Son père ne maintenait pas de contact régulier, et lui-même était accablé par des difficultés personnelles. Un jour, la pression devint tout simplement insupportable. Gabriela prit une décision radicale, fuir. Elle et sa sœur Sunilda quittèrent la maison. Ce n'était pas une fuite planifiée, pas un départ réfléchi avec un projet à long terme. C'était un acte instinctif, une réaction au mal-être. Elles se réfugièrent chez leur tante paternelle, une femme prénommée Marisol. Là-bas, durant une semaine environ, elles trouvèrent un semblant de répit. L'ambiance était plus calme, les règles moins oppressantes. Pour un court instant, elles goûtèrent à ce que pouvait être une vie sans cris, sans tension constante. Mais cette accalmie ne dura pas. Leur retour chez leur mère fut un retour à la case départ. Les mêmes murs, les mêmes disputes, le même climat pesant. Rien n'avait changé. Gabriela, malgré son tempérament discret, montrait des signes clairs d'indépendance. Elle n'était pas du genre à rechercher l'attention. Elle s'habillait sobrement, ne fréquentait pas les groupes bruyants, ne cherchait pas à briller inutilement. Mais cela ne signifiait pas qu'elle manquait d'aspiration. Bien au contraire. Gabriela rêvait d'une vie différente, d'un avenir où elle serait libre de ses choix, affranchie des contraintes familiales et des attentes étouffantes. Malheureusement, les moyens lui manquaient. À la maison, il n'y avait ni ordinateur, ni connexion Internet stable. Même des tâches simples, comme faire ses devoirs, devenaient un casse-tête. Il fallait marcher jusqu'au cybercafé le plus proche, planifier ses sorties, jongler avec les horaires, ce qui alimentait encore davantage le stress familial. Et comme si cela ne suffisait pas, Gabriela portait en elle un profond sentiment de solitude affective. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses paroles étaient souvent ignorées. Ses besoins passaient au second plan, relégués derrière les urgences du quotidien. Même au sein de sa propre famille, elle avait l'impression d'être une étrangère, une présence tolérée plutôt qu'acceptée. Sa relation avec Liliana n'était pas conflictuelle en apparence. Mais leur communication était fragile, comme rompue. Liliana, absorbée par ses responsabilités, par ses luttes journalières pour maintenir la famille à flot, ne voyait pas les signes, ne percevait pas la douleur silencieuse de sa fille. Quant à César, son beau-père, il remplissait son rôle de manière fonctionnelle, sans plus. Aucun lien affectif profond ne s'était tissé entre eux. Gabriela ne ressentait ni chaleur, ni sécurité, ni complicité à ses côtés. Tout cela, ces silences, ces manques, ces absences affectives cumulées, avaient forgé en elle une sensation tenace d'abandon intérieur. Une impression de n'avoir de place nulle part. De ne pouvoir compter sur personne. La maison n'était pas un refuge. Et pourtant, elle ne voyait nulle part où aller. Elle ne voyait aucune issue, aucun soutien extérieur. La vie, pour elle, n'était qu'un long couloir sans fenêtre, un passage étroit entre l'oppression et l'incertitude. Gabriela vivait dans ce qui ressemblait à une boucle fermée, un cercle étouffant dont on ne pouvait sortir que par sa propre volonté, par ses propres forces. Aucun soutien extérieur ne semblait possible. Le foyer dans lequel elle grandissait ne lui offrait ni les ressources matérielles, ni la chaleur affective, ni l'espace mental nécessaire à son épanouissement. Dans cet environnement privé d'écoute et d'attention sincère, son désir d'indépendance cessa peu à peu d'être un simple caprice d'adolescente. Il devint un besoin vital, une nécessité absolue pour ne pas sombrer. Au fil du temps, cette envie viscérale de liberté façonna sa manière d'être, son comportement, ses choix. Elle apprit à ne compter que sur elle-même. Derrière son calme apparent, une tempête silencieuse grondait. C'est dans ce contexte émotionnellement fragile, mais en apparence maîtrisé, qu'une série d'événements allait se mettre en marche, des événements qui, à terme, conduiraient à une tragédie d'une violence inouïe. Né en 1986, Nestor Quintana était marié à Elizabeth Cham, la tante maternelle de Gabriela. Par ce lien, il faisait donc partie intégrante de la famille. Pendant des années, Gabriela avait interagi avec lui de façon régulière au sein du même foyer. Rien, au départ, ne permettait de soupçonner quoi que ce soit. Aucun comportement suspect, aucune attitude déplacée ne venait entacher l'image qu'il renvoyait. Au contraire, il passait pour un homme posé, calme, discret et digne de confiance. Il avait un travail respectable, il appartenait à la préfecture navale argentine, une agence fédérale de sécurité.
Il ne cherchait pas les conflits, ne s'immisçait pas dans les disputes familiales. Il aidait aux tâches domestiques, participait aux repas, assistait aux réunions de famille. Bref, il faisait partie du décor, sans jamais faire de vagues. Sa présence s'inscrivait dans la routine familiale. Il était là, mais sans s'imposer. Aux yeux de tous, Nestor n'était qu'un adulte comme un autre, sérieux, effacé, prévisible. Mais lentement, presque imperceptiblement, de petites choses commencèrent à apparaître. Des détails, des instants fugitifs qui, pris individuellement, ne semblaient pas alarmants. Une remarque étrange, une situation un peu dérangeante. Rien de flagrant, rien de suffisamment tangible pour justifier l'inquiétude. Pourtant, une atmosphère de malaise diffus commença à s'installer. Après sa séparation avec Elisabeth, Nestor quitta la maison familiale. Il s'installa dans une pension bon marché, à quelques pâtés de maison de là, toujours dans le même quartier. Sur le moment, ses proches n'y virent rien d'inhabituel. Il venait de se séparer, il fallait bien qu'il trouve un nouveau logement. Mais ce déménagement, anodin en apparence, marqua un tournant. Un changement profond, invisible à l'œil nu, mais lourd de conséquences. Car c'est à partir de ce moment-là que son comportement évolua. Lentement, sournoisement, il glissa du rôle de membre discret de la famille à celui d'une présence dérangeante, troublante, sans que personne ne sache encore pourquoi. Bien qu'il ne vive plus sous le même toit que le reste de la famille, Nestor continua de maintenir le contact. Et c'est surtout avec Gabriella que ses interactions persistèrent. Au fil des mois, des témoins commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Il passait de plus en plus de temps seul avec elle. Pas à la maison, non, mais à l'extérieur. Dans des lieux neutres, des endroits sans surveillance. Ces rencontres n'étaient pas publiques, mais elles n'étaient pas tout à fait secrètes non plus. Des voisins les apercevaient. Un homme raconta avoir vu Gabriella assise sur les genoux de Nestor dans un bus. Il se souvenait que l'homme lui caressait doucement les cheveux. Cette image lui avait laissé un sentiment de gêne profonde. Pourtant, il n'avait rien dit à la famille. Par peur, par prudence, il ne voulait pas créer de tension, ni provoquer un scandale. Il préféra se taire. Mais il n'était pas le seul à avoir vu. D'autres personnes du quartier signalèrent des scènes similaires. Plusieurs témoins affirmèrent avoir aperçu Gabriella près de la pension où vivait désormais Nestor. Parfois, elle entrait même dans le bâtiment. Gabriella se rendait parfois à la pension de Nestor. Elle y restait 1 heure, parfois 2, avant de repartir discrètement, sans attirer l'attention. À l'époque, personne ne s'alarma de ces visites. Après tout, Nestor avait été l'époux de la tante maternelle de Gabriella. Le lien familial, bien que désormais dissous, subsistait dans l'esprit des proches. Leur relation n'éveillait aucun soupçon immédiat. Le respect naturel envers les rôles établis au sein de la famille agissait comme une barrière mentale. Personne n'envisageait qu'un danger puisse venir de cet homme. Gabriella, quant à elle, ne mentionnait jamais ces rencontres. Elle ne disait à personne qu'elle se rendait chez lui. Et comme rien, en apparence, ne semblait anormal dans son comportement, aucun adulte ne pensa à lui poser de questions. Il n'y avait pas de lien officiel entre eux. Nestor n'était ni son tuteur légal, ni un membre direct du foyer. Il ne possédait aucune autorité légitime sur sa vie. Pourtant, il gravitait encore autour du cercle familial, suffisamment proche pour que ses gestes soient interprétés comme des choix personnels, sans éveiller le besoin de surveillance. La famille de Gabriella, absorbée par ses propres problèmes, ne contrôlait pas ses allées et venues de manière rigoureuse. On supposait simplement qu'elle passait du temps avec des amis, qu'elle allait au cybercafé, qu'elle faisait des courses. En réalité, bon nombre de ses déplacements menaient à la pension où résidait désormais Nestor. Dans cette petite chambre qu'il avait louée, il l'accueillait régulièrement. Toujours seule, Gabriella entrait et ressortait sans bruit, comme un fantôme. Ses visites étaient tenues secrètes, comme si, inconsciemment, elle savait que ce lien ne pouvait être assumé au grand jour. Au fil du temps, la relation qu'ils entretenaient glissa vers un terrain inqualifiable, un espace trouble que la proximité familiale ne pouvait plus justifier. Pourtant, aucun adulte ne prit la mesure de ce qui se passait réellement. Même après la séparation entre Nestor et Elisabeth, Gabriella continua de chercher à le voir. Elle ne parlait jamais de ce qu'il se passait dans cette chambre. Aucun détail, aucune confidence. Ce n'est qu'après sa disparition que le voile commença à se lever, lentement, douloureusement. Les éléments étaient restés dispersés, invisibles aux yeux de tous, dissimulés derrière des silences et des habitudes familiales. Rien, dans l'attitude de Gabriella, ne laissait penser qu'elle cachait quelque chose. Elle ne semblait ni nerveuse ni sur la défensive. Elle n'affichait aucune hostilité particulière envers ses proches. Mais en réalité, la vérité de son lien avec Nestor ne pouvait tout simplement pas être formulée. Ce qu'il partageait ne pouvait être dit. L'origine de cette relation remonterait à une période bien plus ancienne. Selon les informations révélées plus tard par l'enquête,
Tout aurait commencé lorsque Gabriela n'avait que 13 ans. À cette époque, Nestor était déjà un adulte accompli. Il travaillait au sein d'une agence de sécurité fédérale, et il était marié à la tante de la jeune fille. Ce contexte rendait les faits d'autant plus inquiétants. Il ne s'agissait pas d'un inconnu, pas d'un voisin anonyme. Il était un adulte intégré au quotidien de la famille, investi d'une certaine autorité morale, perçu comme digne de confiance. Il faisait partie des murs. Il était censé la protéger. Ce n'est qu'une fois l'enquête officiellement lancée que les premiers fragments de la vérité commencèrent à apparaître. Des amis, des camarades qui n'avaient jusque-là jamais prêté attention à la vie privée de Gabriela, se mirent à parler. Plusieurs reconnurent avoir eu des doutes, parfois depuis des années. Ils avaient senti que quelque chose n'était pas normal entre elle et Nestor. Certains se souvenaient de l'avoir vue rôder aux abords de son école, attendant qu'elle sorte. Ils lui proposaient des trajets, trouvaient des prétextes pour l'approcher. Ce qui ressemblait à de l'inquiétude bienveillante, vue de loin, prenait désormais l'allure d'un comportement possessif. Des gestes qui, mis bout à bout, formaient une trame malsaine. Il s'intéressait de trop près à sa vie privée, surveillait ses fréquentations, posait trop de questions. Il montrait des signes évidents de jalousie. Gabriela, malgré cela, tentait de préserver une vie normale. Elle continuait à fréquenter ses amis, à aller en cours. Mais progressivement, son espace de liberté se réduisit. Nestor la contrôlait. Il la surveillait, appelait à répétition, exigeait de savoir où elle se trouvait, à toute heure. Ce besoin obsessionnel de tout savoir, de tout maîtriser, la maintenait sous pression constante. Et pourtant, elle ne disait rien. Parce que dire, c'était briser un silence trop lourd à porter. Parce qu'avouer, c'était affronter une vérité que personne n'aurait su entendre. Avec le temps, le comportement de Nestor commença à éveiller des soupçons chez ceux qui en étaient témoins. Ce qui avait longtemps semblé être une simple proximité familiale prenait peu à peu une tournure inquiétante. Certains commencèrent à remarquer un schéma répétitif dans son attitude, des remarques intrusives, des gestes de possessivité, des demandes constantes d'attention. Ce n'était plus une simple inquiétude protectrice. C'était une emprise, insidieuse et croissante. Des messages retrouvés plus tard, utilisés comme pièce à conviction lors de l'enquête, mirent en lumière l'étendue de son contrôle. Nestor y accusait Gabriela d'être distante, exigeait des explications sur son emploi du temps, insistait pour qu'elle justifie chaque instant passé sans lui. Il ne s'agissait pas d'un message isolé, mais d'une série de communications oppressantes, révélant une obsession malsaine. C'était un engrenage de domination émotionnelle. Ses camarades de classe se souvinrent, après coup, de plusieurs situations étranges. Gabriela refusait parfois d'assister à des événements scolaires, sans raison claire. On croyait qu'elle devait respecter des règles strictes à la maison, ou qu'elle traversait une phase compliquée. Personne n'aurait imaginé qu'elle obéissait en réalité au diktat d'un homme adulte, un ancien membre de sa famille, qui l'avait enfermée dans un cercle de contrôle absolu. Une amie proche rapporta qu'un jour, Gabriela lui avait confié, à voix basse, qu'elle ne se sentait plus libre depuis longtemps. Mais elle lui avait immédiatement demandé de ne jamais en parler. Sur le moment, cela semblait n'être qu'un soupir d'adolescente en quête d'autonomie. Ce n'est que bien plus tard que ces paroles prirent tout leur sens en un appel discret à l'aide, que personne n'avait su entendre. Les enregistrements vocaux envoyés par Nestor révélèrent une réalité glaçante. Il parlait à Gabriela comme si elle lui appartenait. Sa voix alternait entre la supplication et l'agressivité. Il l'accusait de trahison, insinuait qu'elle mentait, et réclamait sans cesse des preuves de fidélité. Lorsqu'il apprit qu'elle avait commencé à se rapprocher d'un garçon de son âge, son comportement bascula. Il devint ouvertement hostile, incapable de supporter l'idée qu'elle puisse s'attacher à quelqu'un d'autre. Selon les enquêteurs, cette période marqua une montée inquiétante de tension. Gabriela tenta de prendre ses distances. Mais Nestor, refusant toute forme de perte de contrôle, redoubla d'efforts pour l'enchaîner psychologiquement. Ses manipulations s'intensifièrent. Il employait la culpabilité, la menace, la pression émotionnelle. Il utilisait tous les leviers à sa disposition pour la maintenir sous sa coupe. Les proches vivant à proximité n'avaient aucune idée de ce qui se jouait dans l'ombre. Nestor, en public, restait l'homme calme, posé, serviable. Il ne haussait jamais la voix, ne suscitait jamais d'inquiétude apparente. Il portait deux visages. Celui de l'oncle irréprochable, et celui, invisible, du bourreau manipulateur. Ce double visage lui permit de cacher la vérité pendant des années, sans que personne ne soulève la moindre alarme. Lorsque les enquêteurs se penchèrent enfin sur ses agissements, un schéma sinistre se dessina. Il ne s'agissait pas seulement d'une transgression morale. Nestor avait construit méthodiquement une relation de dépendance. Il avait usé de son âge, de son statut d'adulte de confiance, et de l'aura familiale qui le protégeait, pour s'imposer dans la vie de Gabriela comme une présence incontournable. Les amis de la jeune fille, lorsqu'elles réalisèrent l'ampleur de la situation, furent bouleversés.
Certaines avouèrent qu'elles avaient senti, intuitivement, qu'un malaise existait. Mais elles n'avaient jamais imaginé à quel point. Le silence de Gabriela, elles le comprirent plus tard, était né d'un mélange de peur, de honte et de résignation. Elle était convaincue que personne ne la croirait. Que sa parole serait balayée, ou pire, rejetée. Et ce silence lui avait coûté cher. Il avait offert à Nestor l'arme la plus puissante, le contrôle sans opposition. Gabriela, fragilisée par un environnement familial où elle ne se sentait ni soutenue, ni écoutée, était devenue une cible idéale. Il était entré dans sa vie sous l'apparence d'un parent. Il en était ressorti comme une force dominante, impossible à fuir. Cette dynamique toxique, faite de domination psychologique, de contrôle déguisé, et de confiance trahie, allait poser les fondations d'un drame encore plus terrible, une tragédie silencieuse en train de se dérouler sous les yeux de tous, sans que personne ne s'en aperçoive. Lorsque la disparition de Gabriela fut signalée, les forces de l'ordre entamèrent immédiatement une série d'interrogatoires. Sa sœur Sunilda, leur mère Liliana, le jeune homme qu'elle fréquentait, ainsi que plusieurs connaissances proches furent convoqués les uns après les autres. Les enquêteurs commencèrent également à ratisser la zone autour du lieu où Gabriela avait été vue pour la dernière fois, en compagnie de sa sœur. Rue après rue, immeuble après immeuble, ils frappèrent aux portes, posèrent des questions, espérant qu'un détail, même infime, pourrait faire avancer l'enquête. Certains témoins affirmèrent l'avoir aperçu plus tard ce soir-là, marchant dans la rue aux côtés d'un homme. Un voisin se souvenait distinctement les avoir vus s'éloigner ensemble en direction de la pension où résidait Nestor Quintana. L'heure et l'endroit correspondaient parfaitement. À partir de ces témoignages, les enquêteurs commencèrent à élaborer une première hypothèse. Gabriela s'était peut-être rendue à cet endroit volontairement. C'est alors que les premières confidences commencèrent à affluer. Plusieurs amis de Gabriela, jusque-là restés silencieux, trouvèrent enfin le courage de parler. La peur avait jusque-là retenu leurs paroles, mais désormais, ils sentaient que le silence ne pouvait plus durer. Et plus les informations s'accumulaient, plus une vérité sombre prenait forme. La disparition de Gabriela n'avait rien d'un accident ou d'un départ soudain. Ce n'était ni une fugue, ni une décision impulsive. Elle n'avait emporté aucune affaire avec elle. Elle n'avait prévenu personne. Elle s'était tout simplement volatilisée. C'est dans ce contexte que le nom de Nestor Quintana commença à prendre une importance cruciale. Très vite, les autorités décidèrent de le convoquer. Lors du premier interrogatoire, il se montra calme, presque sûr de lui. Il affirma n'avoir eu aucun contact récent avec Gabriela ou sa famille. Il déclara qu'il ne savait rien de sa vie actuelle et qu'il n'avait absolument rien à voir avec sa disparition. Selon lui, son divorce avec Elisabeth justifiait sa distance avec la famille. Son discours semblait structuré, cohérent, sans fausse note apparente. Mais les enquêteurs n'étaient pas dupes. Très vite, les incohérences apparurent. Des témoins affirmaient l'avoir vu en compagnie de Gabriela, à plusieurs reprises, bien après sa prétendue rupture avec la famille. Des voisins parlaient de leurs rencontres fréquentes près de la pension. Des amis de Gabriela décrivaient un comportement de plus en plus intrusif et possessif. Ces témoignages venaient contredire point par point les déclarations de Nestor. Face à ces contradictions, les enquêteurs décidèrent d'intensifier la pression. Nestor fut à nouveau convoqué. Cette fois, quelque chose avait changé. Son assurance se fissurait. Il se trompait dans les dates, changeait de version, évitait les questions directes. Même les policiers qui, au départ, doutaient de son implication commencèrent à ressentir un malaise grandissant. L'image de l'homme calme et effacé volait en éclats. Il n'était plus simplement suspect, il devenait central. Puis, quelques jours après que l'enquête eut pris de l'ampleur, un événement bouleversa définitivement le cours de l'affaire. Nestor se présenta de lui-même au poste de police. Il demanda à parler à un officier. Cette fois, il ne nia plus avoir eu des contacts avec Gabriela. Il déclara qu'il savait où elle se trouvait. Ce qu'il révéla ensuite fit l'effet d'un séisme. Selon ses aveux, le soir du 29 juillet, il avait bel et bien rencontré Gabriela, comme ils en avaient pris l'habitude. Ce soir-là, une dispute avait éclaté entre eux. Les tensions, les reproches, les non-dits accumulés explosèrent. Il affirma que l'altercation avait dégénéré en confrontation physique. Et là, dans un accès de rage incontrôlée, il aurait commis l'irréparable. Il dit l'avoir étranglée, de ses propres mains. Sans préméditation, prétendait-il. Dans un moment de rupture émotionnelle totale. Il alla même jusqu'à donner aux policiers l'emplacement exact du corps. Il expliqua qu'après le drame, il avait dissimulé le corps de Gabriela dans sa chambre à la pension, l'enveloppant dans des draps et du plastique, comme pour l'effacer, pour le cacher au monde entier. Il insista sur le fait qu'il n'avait rien planifié. Que c'était une impulsion. Une erreur. Un acte de désespoir. Les policiers n'attendirent pas une seconde de plus. Ils se rendirent immédiatement à l'adresse indiquée. Ce qu'ils découvrirent dans cette pièce exiguë confirma leur pire crainte.
Dans la chambre louée par Nestor Quintana, derrière la porte close, au fond d'un logement modeste devenu chambre mortuaire, ils retrouvèrent le corps de Gabriela. Le corps de Gabriela fut retrouvé tel que Nestor l'avait décrit. Il avait été soigneusement enveloppé dans plusieurs couches de tissu, puis placé à l'intérieur de sacs en plastique. Le tout avait été déposé dans un coin sombre de la chambre, comme si l'assassin avait voulu à la fois cacher son crime et en retarder la découverte. Les spécialistes en médecine légale furent immédiatement appelés sur les lieux. L'inspection du cadavre permit de confirmer ce que l'enquête soupçonnait déjà, le corps était là depuis plusieurs jours. Toutefois, le processus de décomposition était ralenti, presque figé, grâce à l'étanchéité des emballages. Tous les objets présents dans la pièce furent saisis et analysés méthodiquement. Rien ne devait échapper à l'examen. Chaque détail comptait. L'autopsie préliminaire confirma une vérité implacable, la mort avait été causée par asphyxie mécanique, par strangulation manuelle. Aucune trace de violence à caractère sexuel ne fut relevée, permettant ainsi aux enquêteurs d'écarter cette piste comme motif direct du meurtre. Mais une question demeurait, si ce n'était pas une agression à caractère intime, alors pourquoi ? Qu'est-ce qui avait pu pousser un homme adulte à commettre un acte aussi brutal ? Plusieurs hypothèses émergèrent rapidement. La plus plausible parlait d'une accumulation de tensions émotionnelles, de jalousie destructrice, et d'un besoin maladif de contrôle. Gabriela, jeune femme en quête de liberté, représentait tout ce que Nestor perdait, le pouvoir qu'il exerçait, son emprise, sa domination psychologique. Son indépendance naissante aurait pu être l'élément déclencheur. Mais seules des analyses psychologiques approfondies et de nouveaux interrogatoires pourraient confirmer cette théorie. Les autorités annoncèrent la terrible nouvelle à la famille de Gabriela. Le choc fut total, dévastateur. Pour sa mère, Liliana, pour César Garcia, son beau-père, et pour tous ceux qui l'avaient connu, cette révélation était inconcevable. Comment croire qu'un homme qui avait partagé leur quotidien, leurs repas, leurs confidences, avait pu tuer leur fille ? Le tonton bienveillant, discret, effacé, s'était révélé être un meurtrier. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une perte. C'était une trahison. Un effondrement total de la confiance que l'on accorde à ceux qui nous entourent. César Garcia, bouleversé, déclara aux médias qu'il n'arrivait pas à intégrer cette réalité. Nestor n'avait, selon lui, jamais montré le moindre signe d'agressivité ou d'instabilité. Il était perçu comme un parent ordinaire, fiable, sans histoire. Sunilda, la sœur de Gabriela, choisit de ne pas faire de déclaration publique. Elle demeura murée dans un silence de stupeur. Quant à Liliana, submergée par la douleur, elle s'effondra en larmes face à l'ampleur de ce drame. La peine causée par la mort de sa fille se mêlait à une souffrance plus insidieuse, celle de s'être sentie trahie par quelqu'un qu'elle avait accueilli sous son toit, en qui elle avait placé sa confiance. Malgré les aveux de Nestor, l'enquête ne fut pas close. Les policiers devaient vérifier chaque élément, s'assurer que ses propos étaient sincères, et exclure l'éventualité qu'il cache d'autres faits. Sa déclaration, selon laquelle il aurait agi dans un moment de panique incontrôlée, suscita des doutes. En effet, l'effort méticuleux qu'il avait déployé pour dissimuler le corps ne cadrait pas avec un acte impulsif. Tout semblait planifié, réfléchi. Cela souleva une autre hypothèse. Et si Nestor cherchait simplement à minimiser son implication, à obtenir une peine réduite par un récit plus humain, moins monstrueux ? Toutes ces incertitudes furent intégrées au dossier. Le procès s'annonçait complexe. La machine judiciaire se mit en marche. Après la découverte du corps et les aveux initiaux, l'affaire entra dans sa phase d'enquête criminelle formelle. Nestor Quintana fut officiellement inculpé. Mais dès la première audience, le cours du procès prit un virage inattendu. Contre toute attente, Nestor revint sur ses aveux. Devant les juges, il déclara que sa confession avait été obtenue sous pression. Il affirma que les policiers avaient usé de coercition psychologique, et qu'il n'avait pas été correctement informé de ses droits. Ce revirement spectaculaire devint le cœur de sa stratégie de défense. Son avocat réagit immédiatement. Il déposa une requête contestant la validité de tous les éléments obtenus à partir de la confession. Il affirma que la perquisition menée dans la pension avait été effectuée sans mandat légal valable. Le ton était donné, la défense allait tenter de faire invalider les preuves essentielles, même celles qui avaient permis de retrouver le corps. La défense chercha également à faire exclure un certain nombre d'éléments clés du dossier. Les messages textes, les enregistrements vocaux, ainsi que les témoignages recueillis avant que Nestor ne bénéficie d'une représentation légale. Leur argument principal reposait sur l'idée que l'accusé se trouvait dans un état de détresse psychologique tel qu'il n'avait pas pleinement conscience de la portée de ses aveux. Il aurait, selon eux, parlé sous pression mentale, incapable de mesurer les conséquences juridiques de ses propos. Mais le ministère public opposa une résistance ferme et déterminée. Le procureur principal souligna que la confession de Nestor avait été non seulement volontaire, mais aussi d'une précision troublante.
Il avait donné des indications exactes menant au lieu où se trouvait le corps de Gabriela. Un tel niveau de détail ne pouvait, selon lui, relever du hasard ou d'une quelconque suggestion policière. Par ailleurs, l'accusation avait rassemblé une série de preuves accablantes qui démontraient une dynamique de contrôle installée de longue date entre Nestor et Gabriela. Des signes répétés de manipulation psychologique, de jalousie excessive, et d'isolement imposé faisaient partie du tableau. L'une des preuves les plus accablantes fut la découverte de l'ADN de Nestor sous les ongles de Gabriela, une preuve irréfutable d'une lutte physique violente survenue avant sa mort. Le tribunal entendit aussi les témoignages de plusieurs proches de Gabriela. Ses amis décrivirent les mois précédant sa disparition comme une période d'angoisse constante. Elles racontèrent comment Nestor contrôlait ses relations sociales, l'éloignait de ses camarades, et la soumettait à une pression émotionnelle croissante. L'une des séquences les plus marquantes du procès fut la lecture à haute voix d'un échange de messages dans lequel Nestor proférait des menaces explicites. Le contenu choqua l'auditoire et marqua profondément les membres du jury. Face à l'intensité des éléments présentés, la défense tenta de modifier sa stratégie. Elle peignit alors Nestor comme un homme émotionnellement fragile, dépassé par ses émotions, ayant agi dans un moment de stress extrême. Ils affirmèrent que sa relation avec Gabriela, bien qu'informelle, était mutuelle. Selon eux, le drame n'avait pas été prémédité. Ces déclarations provoquèrent la colère immédiate de la famille de Gabriela. César Garcia, son beau-père, exprima publiquement son indignation. Pour lui, toute tentative de justification constituait une insulte à la mémoire de Gabriela. Ce n'était pas une erreur passagère ni une dispute banale, c'était une trahison méthodique, un abus de pouvoir orchestré par quelqu'un en qui ils avaient placé leur confiance. Liliana, la mère de Gabriela, assista à chaque audience, contenue mais déterminée. Malgré la douleur, elle garda la tête haute. Elle voulait que justice soit rendue, non seulement pour sa fille, mais pour la vérité. Toute la famille demeura unie, refusant de considérer cette affaire comme un simple drame domestique. C'était bien plus que cela. C'était la destruction préméditée d'une vie par un homme qui avait été accueilli comme un membre de la famille. L'équipe juridique représentant la famille articula tout le procès autour de cette trahison familiale. Le fait que Nestor ait utilisé sa position au sein du foyer pour manipuler et contrôler Gabriela rendait le crime encore plus grave. Le parquet réclama la peine maximale, la réclusion à perpétuité. Ils évoquèrent la gravité des faits, la relation familiale entre l'accusé et la victime, la manipulation psychologique prolongée, ainsi que l'intention manifeste de dissimuler le corps après le crime. Après les plaidoiries finales, le jury se retira pour délibérer. Une tension insoutenable s'installa dans la salle d'audience. La famille de Gabriela, silencieuse, attendait, figée dans l'angoisse. Lorsqu'ils revinrent, le verdict fut prononcé, coupable de meurtre avec préméditation, avec circonstances aggravantes liées aux liens familiaux et à la violence fondée sur le genre. Le juge n'attendit pas pour rendre la sentence. Nestor Quintana fut condamné à la prison à vie. La Cour rejeta les arguments de la défense concernant une prétendue coercition. Elle s'appuya sur la précision des aveux, la concordance des preuves matérielles, et les éléments démontrant une emprise psychologique construite sur plusieurs années. Nestor, pendant l'énoncé du verdict, resta figé. Aucune émotion visible. Ses avocats, eux, baissèrent les yeux, silencieux. Sur le banc opposé, Liliana s'effondra, brisée par l'émotion. Son époux la prit dans ses bras. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une libération. C'était une forme de clôture douloureuse. Une justice rendue, oui. Mais une fille perdue à jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire.